De partout, vous avez suivi, nous étions en connexion avec Zurich en Suisse au 56e sommet du Forum économique mondial de Davos où a pris part Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, depuis la Suisse, pour la 56e édition du Forum économique mondial de Davos. Économique et que bien au contraire, la multiplication des partenariats économiques va plutôt dans le sens des intérêts bien compris du peuple congolais. C'est l'ensemble de ces messages que nous avons eu à cœur de délivrer. Diffusion ce 30 janvier à 14h Dallas, 22h Bruxelles, 21h Davos. Ou d'une issue pacifique à leurs différents problèmes. Donc je dirais que oui, le Forum économique mondial de Davos garde son utilité. Actualité. Macron mobilise l'Europe à Davos. Donald Trump impose sa vision à Davos. Agenda diplomatique du président Félix Tshisekedi à Davos. Networking signature, les vœux 2026. Ce rendez-vous exceptionnel pour lequel nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Vous serez informés assez rapidement par les voies habituelles. Merci et à très bientôt. Henri Désiré Nzouzi sur Wanjila Connect. Abonnez-vous. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir Symphorien, merci infiniment de m'accueillir. Wanjila Connect. Connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique pour un nouveau numéro. L'actualité internationale basée sur la géopolitique internationale, Davos, les équilibres des forces. Est-ce que nous allons dans une transition ou dans une rupture? Qu'est-ce que l'on doit comprendre de l'actualité internationale? La nouvelle vision des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les conflits, et l'Afrique en tout cela, qu'est-ce qu'elle gagne? C'est la raison pour laquelle nous allons échanger avec notre participant depuis la Suisse à Davos, qui participe à ce sommet international qui mixte à la fois décideurs politiques, économiques, stratèges, influentes personnalités dans le monde. Nous avons l'insigne honneur de recevoir un participant à ce sommet à Davos, qui n'est plus à présenter, Henri Désiré Nzouzi, que je m'en vais saluer. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir Symphorien, merci infiniment de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Lorsque nous tournons ce programme, vous êtes à Zurich, en Suisse, pour participer au sommet de Davos. Premièrement, quelle est votre raison de votre présence à cet instant à Davos? Dans quel cadre vous vous retrouvez dans ce sommet mondial? Alors, je suis arrivé le lundi 19 janvier dernier pour animer deux side events pour le compte de la République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC est à l'agenda international et le Forum économique mondial de Davos est une opportunité, est une vitrine qui permet à la RDC de pouvoir à la fois réaffirmer sa présence, sa position dans le concert des nations, mais surtout de délivrer un message d'espoir et d'encouragement par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce qu'il faut d'emblée noter, c'est quand même très important, c'est que depuis le 1er janvier 2026, notre pays, la RDC, siège au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. C'est donc une position extrêmement importante qui permet à la RDC d'être partie prenante aux décisions les plus importantes, mais également dans un certain nombre de, dossiers pour lesquels, évidemment, la RDC sera sollicitée, d'abord en tant que membre non permanent, mais surtout à cause de ce qui se passe à l'est de notre pays, ce qui nous donne une belle opportunité de pouvoir faire avancer les choses, même si, on le sait, sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. Donc, ma présence est motivée par le fait que le 20 janvier, donc il y a de cela quelques jours, nous avons tout simplement organisé un point de presse dans le cadre du concept DRC, Heart of Africa, la RDC, cœur de l'Afrique, pour justement rappeler à la fois
l'attractivité de notre pays en tant que pays solution, mais surtout donner un certain nombre d'indications sur les réformes en cours, à la fois pour améliorer le climat des affaires, mais aussi pour montrer que les autorités congolaises, au premier rang desquelles le chef de l'État et son gouvernement, sont à pied d'œuvre pour faire de la RDC une véritable locomotive économique, et ce, dans tous les domaines, des infrastructures à la transition écologique et énergétique, en passant bien évidemment par le secteur minier, où, comme vous le savez, nous avons un rôle quasi central dans cette transition qui se dessine devant nous. L'autre message qu'il fallait impérativement délivrer, c'est que la RDC reste ouverte, évidemment, à tous les investisseurs qui souhaitent l'accompagner à la fois sur la voie du développement, mais qui sont, disons, engagés dans un processus qui soit mutuellement profitable, que cela soit à travers le transfert de technologies, à travers des joint ventures qui permettent de valoriser des secteurs de l'activité qui, aujourd'hui, ne bénéficient pas suffisamment d'accompagnement. Et puis, le troisième volet, c'est de rappeler que les ressources humaines en RDC, notre capital humain, mais également, nos ressources sont une opportunité extraordinaire à saisir au moment justement où on voit de plus en plus les chaînes d'approvisionnement se rompre les unes après les autres, et surtout montrer que la RDC n'est pas exclusivement liée à un seul bloc économique, et que bien au contraire, la multiplication des partenariats économiques va plutôt dans le sens des intérêts bien compris du peuple congolais. C'est l'ensemble de ces messages que nous avons eu à cœur de délivrer. Je rappelle que cette conférence de presse a été modérée par moi-même et qui a connu évidemment la présence de 3 ministres, 3 plénipotentiaires venus de Kinshasa. Il y a bien évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur Jacquemin Chabani, le professeur Daniel Mukoko Samba en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, et Louis Watoum en sa qualité de ministre des Mines. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Zurich, en Suisse, à Davos, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevrons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui participe au 56e sommet annuel du Forum économique mondial de Davos, qui se tient du 19 au 23 janvier 2026. Nous suivons cet élément sur la participation de la République démocratique du Congo à Davos et nous revenons après. Davos 2026, l'offensive diplomatique de la RDC. Mardi 20 janvier, la délégation congolaise a captivé Davos avec le thème RDC, cœur de l'Afrique. Sous la houlette de l'expert Henri Désiré Nzouzi, cette conférence internationale a marqué la fin de la diplomatie de sollicitation pour imposer un modèle de partenariat mutuellement bénéfique. Dans un premier temps, nous aurons la prise de parole de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale. Dans quelques instants, à la suite de son intervention, nous aurons l'introduction du ministre des Mines, Monsieur Louis Watoum, qui lui aussi viendra planter le décor pour son secteur d'activité, et le mot de conclusion pour ces prises de parole sera fait par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Sans transition, j'invite respectueusement le professeur Daniel Mukoko Samba pour sa prise de parole. Le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre à l'économie, a ensuite dévoilé le maillage énergie-infrastructure, industrialisation, son ambition, transformer localement les ressources pour générer une croissance inclusive, faisant du pays le moteur du développement industriel du continent africain. Cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo doit être pacifiée. Et la pacification des Kivu est indispensable à la paix, la sécurité et le développement de toute la région des Grands Lacs. Louis Watoum Kabamba, ministre des Mines, a plaidé pour une gestion responsable des minéraux critiques. En proposant des mécanismes financiers innovants, il a positionné la RDC comme le pays solution incontournable face aux défis climatiques et énergétiques mondiaux. Presque $1 milliard, entre 750 millions de dollars
pour transformer du cuivre en blister 99,99%. Une merveille technologique scandinave, du jamais vu en Afrique, du jamais vu dans le monde. CIMOC va maintenant investir près d'$1 milliard également pour monter en gamme, aller de 700 000 tonnes de cuivre à plus d'1 million de tonnes de cuivre. Toutes ces choses sont en train de se passer maintenant en RDC, à cause justement de toutes ces réformes que nous avons faites. Enfin, Jacquemain Chabani, Loukou, vice-premier ministre de l'Intérieur, a ouvert les échanges en garantissant la sécurité des investissements. Il a exposé les réformes institutionnelles majeures visant à stabiliser l'environnement juridique, condition sine qua non pour rassurer les capitaux étrangers. Restaurer l'autorité de l'État dans cette partie-là qui pose problème. Et je crois que ce processus est un acte significatif qui doit rassurer les uns et les autres sur la sécurité des affaires en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Place à présent aux questions de la presse. Je rappelle le principe. Décliner bien évidemment le nom de votre organe de presse, votre identité, et bien évidemment, vous adressez la question à la personne que vous désignez. Merci pour les micros, s'il vous plaît. Cette conférence s'inscrit dans la stratégie de diplomatie économique de la RDC, présentée à Davos 2026 comme un pays solution face aux défis climatiques et énergétiques mondiaux. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Zurich en Suisse et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi qui participe au 56e sommet annuel du Forum économique mondial de Davos qui se tient du 19 au 23 janvier 2026. Le président de la République démocratique du Congo a tenu à participer à ce sommet et selon vous, quelle lecture les téléspectateurs peuvent faire de ce sommet? Est-ce que c'est important que la République démocratique du Congo et d'autres pays d'Afrique puissent se retrouver dans ce sommet? Alors, avant de répondre à votre question, peut-être serait-il intéressant de revenir sur les origines du Forum économique mondial qui a été fondé en 1971 par le professeur Klaus Schwab. À l'époque, Davos, qui ne portait pas encore ce nom, s'appelait le Symposium européen pour le management. C'était donc une réunion qui réunissait essentiellement des multinationales et qui, petit à petit, a vu arriver des chefs d'État et de gouvernement qui, dans un souci de promouvoir à la fois leurs États, ont décidé, tout simplement, de venir pour porter la bonne parole. C'est en 1987 qu'a été officiellement créé le World Economic Forum, le Forum économique mondial de Davos, qui réunit donc chaque année des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des représentants de la société civile. C'est le plus grand sommet du genre qui soit à la fois multisectoriel et multidisciplinaire, puisque politique, entrepreneurs, businessmen, acteurs de la société civile se rencontrent pour débattre de la marche du monde et des moyens avec lesquels, évidemment, on pourrait, de deux choses l'une, soit améliorer, je dirais, qualitativement les relations entre États, entre entreprises, investisseurs, etc. Et puis aussi voir comment peuvent s'articuler les relations à l'aune, évidemment, des enjeux et défis qui nous sont imposés. Et c'est vrai que lorsque vous prenez l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient chaque année depuis 1945 et qui réunit plus d'une centaine de chefs d'État, vous avez son équivalent multisectoriel qui est le Forum économique de Davos, qui est un exercice très, très particulier, puisque c'est l'une des rares villes au monde qui quasiment voit sa population doubler en quelques jours, ou alors voit une partie de sa population tout simplement se délocaliser parce qu'il y a un intérêt financier manifeste à pouvoir, par exemple, mettre en location un bien dans le cadre du Forum économique mondial, parce que vous avez effectivement une explosion
des prix à tous les niveaux, que cela soit au niveau des nuitées d'hôtel, au niveau de la location de certains biens et services. Et là, effectivement, c'est une belle opportunité, ce qui fait de cette ville, qui est la plus haute en altitude dans la Confédération helvétique, de jouer pleinement sa partition et de rester évidemment un véritable modèle du genre, une véritable attraction, une véritable vitrine pour les États, pour les entreprises, mais également une tribune pour la société civile. Aujourd'hui, sur le plan international, pouvons-nous parler de transition ou de rupture? À l'époque, l'Afrique était quelque part dirigée par l'Europe, par la métropole, la France, la Belgique. Il y avait des dictats. Mais aujourd'hui, voir la première puissance du monde telle que les États-Unis d'Amérique en train de faire son dictat sur l'Europe, est-ce que nous allons dans une transition de la géopolitique internationale ou carrément nous sommes en pleine rupture? Henri Désiré Nzouzi. Alors, je vais peut-être répondre à une partie de la question précédente sur l'utilité de Davos et de la présence notamment des pays africains au sommet de Davos, au Forum économique mondial. Vous savez, pendant de très longues années, l'avenir de l'Afrique se décidait sans les Africains. Et depuis quelques années maintenant, les Africains ont décidé d'être présents là où on parle de l'Afrique. La RDC est un géant au cœur de l'Afrique. C'est d'ailleurs la thématique qui a été portée tout au long de ce forum par la RDC, soit par les ministres fortement représentés, donc le gouvernement congolais, et puis aussi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à cœur de rappeler la position géopolitique et stratégique de la RDC. Je dis tout à l'heure en début d'intervention, nous siégeons au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Nous y serons jusqu'au 31 décembre 2027. Ça veut dire que nous avons plus d'une année, bien presque 2 ans quasiment, pour jouer notre partition et pour peser dans des décisions qui pourront être prises au niveau du Conseil de sécurité, même si on le sait, c'est souvent très compliqué de faire respecter, voire appliquer les sanctions. Nous savons de quoi nous parlons, puisque beaucoup de ces résolutions ont été prises dans le cadre du conflit à l'Est, mais n'ont été que très rarement, voire pas du tout appliquées. Non, il était important pour la RDC en particulier et l'Afrique en général de marquer une présence pour rappeler d'abord que les Africains, en dépit de leurs difficultés, eh bien, sont dans un continent qui demeure encore à ce jour une valeur sûre, ne serait-ce qu'en termes de ressources énergétiques, minières et autres. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que, je l'ai évoqué plus d'une fois dans cette émission, depuis février 2022, nous avons été les témoins privilégiés d'une véritable fracture géopolitique et stratégique avec l'invasion des Russes en Ukraine qui a permis au sein de l'Afrique notamment un véritable sursaut. Cela s'est notamment traduit lors du vote à l'Assemblée générale par justement des prises de position parfois paradoxales, voire inattendues. On a vu des pays qui traditionnellement suivaient le diktat de leurs anciennes puissances tutélaires voter en leur âme et conscience et avoir leur propre grille de lecture sur l'évolution de la situation. Et donc, que la RDC soit présente à Davos est tout à fait normal, d'abord parce que la RDC a un statut très particulier. Je rappelle, 70% de la production mondiale de cobalt. Nous sommes parmi les 10 plus grands producteurs de minerais dits critiques ou stratégiques. Nous sommes au cœur de 2 transitions, une transition écologique, mais aussi une transition énergétique qui fait de la RDC un acteur de premier plan. Et donc, cette position, ce statut nous oblige, nous confère des responsabilités. Et donc, être présent à Davos était véritablement un devoir. Et de ce point de vue-là, la RDC a fait, je dirais, bonne figure. Des autres pays africains qui, eux aussi, sont confrontés à soit des difficultés, soit à des situations sur le plan intérieur, devaient aussi venir ici pour tout simplement prendre langue avec des pays, avec des partenaires susceptibles de les accompagner dans la recherche d'une voie ou d'une issue pacifique à leurs différents problèmes. Donc je dirais que oui, le Forum économique mondial de Davos garde son utilité, c'est une tribune importante, c'est une vitrine, et vous savez le dicton, comme on le dit très souvent, les absents ont toujours tort, et la politique
de la chaise vide, n'offre que très rarement de belles opportunités. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Zurich, en Suisse, dans le sommet de Davos, avec les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Nous allons suivre les propos du président français Emmanuel Macron et nous revenons après. À Davos, le président Macron a dressé un constat sévère d'un monde en crise, marqué par l'affaiblissement du multilatéralisme et la loi du plus fort. Face à cette instabilité, il a appelé l'Europe à se renforcer par plus de souveraineté économique et de coopération efficace. Et dans un contexte de tensions commerciales accrues et de surcapacité asiatique, l'Europe doit renforcer ses instruments de défense. Il a présenté une feuille de route pour l'Europe reposant sur 3 piliers. La protection du marché via une préférence européenne réaliste, une simplification réglementaire massive et un investissement accru dans l'innovation, notamment pour l'IA. Nous devons avoir des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs, cette notion de préférence européenne, des encouragements dans ce sens. Cette stratégie est essentielle et en parallèle, nous devons protéger nos économies et cela demandera une stratégie résiliente. Macron a insisté sur l'urgence d'agir, citant comme leviers immédiats l'union des marchés de capitaux et la fin des droits de douane insensés entre alliés transatlantiques. Pour lui, l'Europe, avec son état de droit, reste un lieu d'investissement privilégié. Nous devons également, par ailleurs, accélérer le renforcement du marché unique dans tous les segments. Les 450 millions d'habitants, les 450 millions d'Européens consommateurs constituent notre marché domestique pour l'ensemble des entreprises européennes. Cela devrait être le cas et ce n'est pas véritablement le cas à cause de trop de complexité. Le président a appelé à un sursaut collectif face aux défis de la paix, de la croissance et du climat, rejetant les logiques de puissance au profit d'une coopération renouvelée et tournée vers l'avenir. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Zurich en Suisse et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, la question qui vous a été posée en liminaire, est-ce que nous sommes dans une transition sur le plan géopolitique international ou rupture? Lorsque vous suivez le discours du président Emmanuel Macron, vous sentez toute l'Europe est en train de faire face à un seul homme, le président Donald Trump. Hier, c'était l'Afrique qui s'est plaignée de la manière paternaliste de l'Europe, des métropoles par rapport à leurs anciens pays qu'ils avaient colonisés. Mais aujourd'hui, nous sentons que le président Donald Trump demande à l'Europe de régler certains comptes. Quelle est votre lecture, Henri Désiré Nzouzi? Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous sommes véritablement dans un mouvement concomitant de transition et de rupture. Je parle de transition parce que vous avez des pays qui ont vu leur statut changer, tout simplement parce que soit ils ont été confrontés à des situations, voire des événements majeurs qui les ont obligés à opérer des choix douloureux. On le voit notamment en Afrique subsaharienne et plus précisément dans la zone du Sahel, avec notamment le Mali, le Burkina et le Niger, qui se sont décidés à, avoir un destin commun à travers l'AES, l'Alliance des États du Sahel, rompant par la même occasion avec la CEDEAO. Cette transition s'est opérée parfois dans la douleur, même si on peut effectivement reprocher à certains de ces pays d'utiliser, sa population comme variable d'ajustement pour jouer l'opinion contre l'Occident, mais on voit très bien que cette transition a permis à ces pays-là, de s'affranchir d'une forme de tutelle. On pense évidemment à la tutelle française. La rupture,
elle vient avec Donald Trump qui, depuis son retour à la Maison-Blanche, bouscule absolument tous les codes. Et d'un point de vue, je dirais, diplomatique et en termes de relations internationales, tous les verrous ont sauté. À commencer par celui de la solidarité internationale. Vous avez vu les États-Unis, depuis maintenant plusieurs mois, sortir d'un certain nombre, je dirais, de dispositifs, de mécanismes d'organisation internationale ayant souvent vocation à, je dirais, accompagner les pays en voie de développement ou tout simplement d'accompagner ce que l'on appelle communément la transition écologique. On a vu les États-Unis petit à petit sortir de l'accord de Paris et sortir d'un certain nombre de traités internationaux, se désolidariser de structures comme l'UNESCO, l'OMS, etc. Bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une approche multilatérale de la gouvernance mondiale ou à la solidarité. Eh bien, tout cela a été tout simplement mis de côté par Donald Trump qui a, par la même occasion, criminalisé les flux migratoires, accusant les migrants de tous les maux et reprochant aux Européens justement de se laisser submerger par des vagues migratoires. En fait, nous n'avions jamais été habitués à un rythme aussi soutenu et à une brutalité aussi forte dans à la fois la mise en place des différents diagnostics qui permettent de justifier l'attitude que l'on peut déplorer effectivement aujourd'hui aux États-Unis dans le chef de Donald Trump, mais vous avez encore une fois cette volonté de revenir, je dirais, à l'essence même de la doctrine Monroe, c'est-à-dire que vous avez des zones d'influence dans lesquelles vous ne tolérez aucune interférence, et vous avez effectivement des chasses gardées, vous avez des zones d'influence dans lesquelles vous exercez toute la plénitude du pouvoir de votre puissance et de votre souveraineté sans que cela ne puisse souffrir de la moindre interférence. Et c'est aussi une manière de vous dire, eh bien écoutez, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Donc nous sommes dans un monde qui est en profonde mutation avec une sorte d'inversion des valeurs et puis surtout un rééquilibrage au niveau, je dirais, des pôles ou des zones d'influence. Vous avez grosso modo aujourd'hui 3 blocs qui se font face. Nous avions il n'y a pas si longtemps le bloc occidental, mais on sait aujourd'hui, depuis le discours de Trump à Davos, que ce bloc occidental est en train de se fissurer. Vous avez le bloc qui est porté par les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus les pays qui les ont rejoints. On pense évidemment à l'Égypte, on pense évidemment à l'Éthiopie, à l'Iran, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et puis vous avez un troisième bloc, celui qui est composé à la fois des pays africains, mais également d'une partie des pays d'Amérique du Sud, qui souvent sont dans un rôle d'attentisme. Et on a vu que les derniers développements, notamment au Venezuela, avec la chute du président Maduro, montrent aujourd'hui que plus personne, en réalité, n'est en sécurité. Donc ces 3 blocs se font face avec des fortunes diverses, avec des conflits internes. On le voit, chaque bloc a ses propres difficultés. Le bloc occidental voit effectivement un affrontement entre les États-Unis et l'Europe sur plusieurs sujets. On pense évidemment aux droits de douane, on pense évidemment au Groenland, on pense évidemment à l'OTAN, hein, et avec cette exigence de Trump de voir les Européens augmenter leur contribution. Vous avez du côté des BRICS également des tensions internes, notamment entre la Chine et l'Inde, qui chacune joue leur partition dans cette marche du monde. Hein. Ce bloc, je le rappelle quand même, représente quand même 40% du commerce mondial et quasiment 70% de la population. Et puis vous avez le troisième bloc, le bloc grosso modo composé des pays d'Amérique du Sud et je dirais des pays africains qui aussi sont parfois confrontés à des divergences. On voit des pays d'Afrique de l'Ouest quitter la CEDEAO, on voit une Union africaine qui peine véritablement à jouer pleinement son rôle, et même en Amérique du Sud, vous avez une ligne de fracture entre les pays qui ne souhaitent pas se mettre à dos
les États-Unis pour éviter de connaître le même sort que le Venezuela. Et puis, vous avez effectivement d'autres qui préfèrent véritablement jouer sur plusieurs alliances ou plusieurs partenariats pour assurer leur survie. Comme vous pouvez le constater, le monde bouge. Nous sommes à la fois dans une phase transitoire parce que les choses ne sont pas encore pleinement installées, mais aussi en même temps dans une forme de rupture lorsque l'on voit effectivement comment est-ce que les rapports se détériorent au sein de chaque bloc. Mais il y a des intellectuels africains qui ne s'étonnent pas. La manière dont Donald Trump est en train d'agir avec les Européens, c'est la manière dont les Européens ont toujours agi avec l'Afrique. Notamment, nous prenons la zone CFA, sous l'influence française des années, la France-Afrique, des minéraux africains, de la RDC et d'autres pays qui allaient en France, en Belgique. Ils pouvaient dicter qui pouvait être Premier ministre, qui pouvait être président, qui pouvait être ceci. Mais quelque part, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils étaient en retard. Ils protègent l'Europe, ils financent des institutions, mais entre-temps, l'ancien président Sarkozy vient en Afrique dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Par exemple, François Hollande qui arrive à Kinshasa dans les sommets de la francophonie, qui boude le président de l'époque et son épouse en plein palais du peuple. Nous avons suivi. L'Afrique a été habituée pendant plusieurs décennies à ce genre de remontrance. Pourquoi ça fait mal lorsque maintenant les États-Unis demandent de compte parce que, elle protège l'Europe, elle nourrit l'Europe, elle défend l'Europe et d'autres parties du monde. Pourquoi nous sommes choqués aujourd'hui que le même traitement qui a été desservi à l'Afrique par les présidents français, par les rois de Belge, par l'Union européenne, soit un fait qui dérange? Quand nous avons le problème migratoire avec les Africains qui traversent Lampedusa pour l'Europe, ça ne posait pas de problème. Mais lorsque c'est Donald Trump, ça pose problème. L'intellectuel africain s'est dit, est-ce que on a perdu ces anciennes lunettes qui permettaient de voir la réalité que l'Afrique a supportée durant des décennies de l'Europe? Henri Désiré Nzouzi, qu'est-ce que vous en pensez? La roue tourne. Vous savez, au cours de ces 2-3 siècles, on a vu effectivement des luttes d'influence au sein du bloc occidental. L'Europe n'a pas été épargnée par des guerres. Tout le monde se souvient de l'opposition quasi, je dirais, consubstantielle, congénitale, héréditaire entre la France et l'Allemagne, qui a commencé il y a très longtemps. On a vu effectivement une Europe finalement se construire à travers les conflits. Mais le mérite de cette partie justement du monde, c'est d'avoir réussi à faire la paix et d'avoir mis en place des structures qui ont permis de pérenniser d'une certaine manière cette paix. Lorsque ces vieux démons sont revenus, on a vu venir à la rescousse les États-Unis. On a vu la Russie qui avait eu à l'époque de l'Union soviétique eu à cœur à travers Staline de défaire le pouvoir nazi d'Adolf Hitler. Mais on a vu dans les deux cas une vraie démarche collective pour pouvoir garantir et créer les conditions d'une paix durable. Mais on a vu aussi que cette paix durable ne pouvait pas forcément étouffer les rivalités internes. Et c'est vrai que depuis 1949, année de création de l'OTAN, on a vu une Europe presque insouciante, vivre dans une sorte de rente sécuritaire, oubliant sa responsabilité historique par rapport à une situation que les Américains ont eu à cœur d'organiser. Tout le monde se souvient du plan Marshall, tout le monde se souvient de la guerre froide avec ces deux blocs qui se faisaient face. D'un côté l'OTAN, de l'autre le pacte de Varsovie, ou bien vous avez d'un côté le Comecon, qui était l'équivalent de la communauté économique européenne et qui était le marché commun des pays de l'Est, qui était encore sous le joug soviétique. Et puis la roue a fini par tourner parce que vous avez au sein même de ces blocs des rivalités qui ont commencé à s'exacerber et une forme d'impatience finalement de voir qu'il n'y a pas eu véritablement un retour sur investissement. Vous savez, l'OTAN par exemple, c'est 60% du budget qui est intégralement pris en charge par les États-Unis. Et dans le même temps, 64% des armes qui sont achetées par les pays membres de l'Alliance Atlantique
sont américaines. Et donc, on voit très bien l'importance que prend ou que revêt la présence des États-Unis dans cette organisation, la place que les États-Unis jouent dans l'économie mondiale, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump, qui lui est venu véritablement renverser la table. Non seulement il renverse la table, mais surtout, il exerce une forme de chantage sur des pays qui ne se sont jamais privés de le faire, notamment vis-à-vis des pays africains. Mais attention, il serait hasardeux de s'en réjouir parce que dans le même temps, regardez comment est-ce que Trump traite les Africains. Le 14 janvier dernier, 75 pays sont venus s'ajouter à ceux qui désormais faisaient l'objet de restrictions de visa. Et on voit très bien que la tentation de l'isolationnisme, du repli sur soi, celui qui est censé redonner à la toute-puissante Amérique sa grandeur passée, fait que nous, en tant qu'Africains, nous sommes des variables d'ajustement. C'est-à-dire que nous ne servons que des intérêts conjoncturels à un moment très particulier pour rétablir un équilibre ou tout simplement pour rétablir une situation. Et donc, tout cela fait que aujourd'hui, nous sommes tous traités de la même manière, occidentaux comme africains, et ce vis-à-vis des États-Unis. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Zurich en Suisse, au sommet de Davos et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre les propos du président américain au sommet de Davos, Donald Trump, et nous revenons après pour analyse. Le président Trump a prononcé un discours triomphaliste à Davos, détaillant ce qu'il présente comme une revitalisation économique américaine sans précédent depuis son retour au pouvoir. Il affirme avoir vaincu l'inflation, stimulé une croissance record, 5,4% au quatrième trimestre, et sécurisé 18 000 milliards d'investissements. Il attribue ce succès à sa politique de réduction des régulations, de baisse d'impôts et de tarifs protectionnistes. Sur la scène internationale, il a vigoureusement défendu sa demande d'annexion du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, affirmant que les États-Unis, en tant que principal contributeur à l'OTAN, méritaient en cette contrepartie. Il a également évoqué les efforts de médiation en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'il qualifie de bain de sang, et a assuré avoir ramené la paix au Moyen-Orient après les frappes contre l'Iran. Son discours a été ponctué de critiques acerbes envers l'administration Biden, la nouvelle donne verte européenne qualifiée d'arnaque, et certains alliés jugés ingrats. Il a conclu sur une note de fermeté économique et culturelle appelant l'Occident à défendre son héritage et à saisir les opportunités offertes par l'IA. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Zurich en Suisse à Davos et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, vous venez de suivre l'extrait que nous avons réservé du discours du président américain Donald Trump. Vous l'avez suivi en intégralité, à peu près 1h45, sans papier, discours fleuve, éloge personnel, d'autres disent égocentrique, paternaliste. Selon vous, quelle analyse faites-vous du discours du président Trump sans rentrer dans les considérations personnelles sur le plan purement pédagogique et en tant qu'expert que vous êtes? D'abord, je dirais que Donald Trump est resté constant dans la mesure où tout ce qu'il fait est cohérent. Je l'explique. Sans entrer dans le détail des propos qu'il tient, il a un fil conducteur et il s'en tient. En fait, il est dans la transgression permanente.
et il sait que cette transgression fera réagir. Et puisque les gens réagissent, eh bien, il est tout simplement conforté dans sa stratégie. Et pour ceux qui connaissent véritablement Donald Trump, c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'au rapport de force. Ce n'est que lorsqu'il sent qu'il y a une vraie résistance qu'il peut changer de registre et opter pour une stratégie beaucoup plus consensuelle. Vous verrez que la première stratégie consiste toujours à menacer et à voir quelles sont les zones, les points de faiblesse, les points d'appui qui manquent de résistance. Si véritablement, au contraire, il y a une forme de volontarisme pour lui tenir tête, à ce moment-là, il peut tout simplement se rabattre sur des options qui peuvent laisser penser qu'il devient raisonnable, mais en réalité, ce n'est qu'un repli stratégique. Il est venu à Davos pour délivrer un message, il l'a fait. Alors, on peut considérer ce message comme surréaliste, mal à propos, de nature à détricoter l'ordre international, sauf qu'aujourd'hui, force est de constater qu'avec Donald Trump, la parole s'est véritablement libérée. Il dit ce qu'il pense, mais il ne pense pas ce qu'il dit. Et c'est précisément parce qu'il dit ce qu'il pense que nous réagissons, que les médias, je m'excuse de le dire, sont d'une complaisance extraordinaire. Parce que lorsque vous suivez les médias mainstream, occidentaux et autres, ils sont en permanence rivés sur les propos, les comportements, les attitudes de Donald Trump. Et en fait, Donald Trump devient une sorte de télé-réalité, en fait, où on s'attend à sa prochaine sortie médiatique, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il rencontré. Et c'est terrible, en fait. C'est que ce sont ces mêmes médias, en fait, qui sont tout simplement en train de fabriquer la légende, en fait, Trump. Et Trump s'en amuse parce qu'il sait qu'il est attendu au tournant, il sait qu'il est suivi par tous les médias internationaux et que ce sont ces mêmes médias qui se font un plaisir de relayer ses propos selon qu'ils soient outranciers, mal calibrés, offensants et autres. Tout le monde reprend sans vergogne ses propos. Trump est devenu un personnage qui a été fabriqué par les médias, qui amplifie l'effet parfois dévastateur de ses messages, sans prendre le recul nécessaire d'analyser sur le fond ce qu'il dit et les ravages éventuels que cela peut causer effectivement sur des minorités, sur des communautés, sur des groupes d'individus, sur des populations, sur le monde d'une certaine manière. Et donc, voilà, nous en sommes là, aujourd'hui, un homme qui a véritablement le sentiment d'être puissant, de n'avoir en face de lui aucun répondant et qui ne respecte en réalité que ceux qui ne connaissent que le langage de la force. La Russie, la Chine, et dans une moindre mesure l'Inde, et c'est une manière aussi de redécouper le monde en fonction de zones d'influence. On l'a vu, désormais, eh bien, le monde est plus que fracturé, avec cette fois-ci des comportements qui risquent malheureusement eh bien, de trouver écho ailleurs, c'est-à-dire plus d'isolationnisme, plus d'unilatéralisme, plus de brutalité, et donc, en définitive, d'incertitude. Henri Désiré Nzouzi, nous allons nous appesantir sur deux éléments. A, l'acquisition de la Groenland, soit par achat ou soit par invasion. 2, la menace que constitueraient la Chine et la Russie. Quelles sont vos observations par rapport à cela? Le Groenland pour assurer la sécurité intérieure et celui du monde face à la menace qui est la Russie et la Chine. Quelles sont vos observations par rapport à cela? Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont raison de s'inquiéter? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore recourir à l'envahissement de terres pour récupérer des terres ou encore racheter des terres? Vous savez, on revient encore à la lettre et l'esprit de la doctrine Monroe. Je rappelle que Monroe était le 5e président des États-Unis. À ce titre-là, il fait partie des pères fondateurs aux côtés de George Washington et de Thomas Jefferson. Et donc, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que cette doctrine suppose, ou en tout cas
comment dirais-je, préempte en fait des zones d'influence avec la volonté de tenir à l'écart, le plus loin possible, toute velléité d'interférence. Avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Groenland, on voit très bien que les États-Unis sont, avec Donald Trump évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, dans une dynamique d'expansionnisme. Et l'hypothèse, évidemment, c'est de dire que la sécurité des États-Unis, ses intérêts vitaux, sont susceptibles d'être menacés si on ne prend pas garde à, je dirais, la fragilité que pourrait représenter un Groenland qui serait laissé entre les mains d'un petit pays comme le Danemark. Le Danemark, qui, je le rappelle, fait partie de l'OTAN et qui exerce cette souveraineté sur le Groenland, même s'il y a une forme d'autonomie qui a été reconnue au niveau international pour cette partie-là. Alors, il faut quand même se souvenir que aujourd'hui, en tout cas depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, il y a une forme de répartition des rôles qui ne dit pas son nom. Le message que Trump envoie lorsqu'il fait arrêter Maduro dans sa chambre à coucher au Venezuela, c'est que rien demain ne s'opposera à ce que la Chine marche sur Taïwan. Rien demain ne s'opposera à ce que la Russie finisse le travail engagé en Ukraine. Et vous avez comme ça des deals tacites. C'est ma zone d'influence, ne te mêle pas de ce que je fais là-bas, fais ce que tu as à faire, je ne te gênerai pas, nous allons pouvoir nous entendre sur certains points, si jamais il y a des sujets qui fâchent, on trouvera un moyen de discuter. C'est un peu ça, malheureusement, la lettre et l'esprit. Et vous savez ce que ça va donner au final? Ça va susciter des vocations. Aujourd'hui, nous sommes dans le même cas de figure avec la Russie en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza, ou ce qui a commencé à se faire en Cisjordanie et ailleurs, avec ce que la Chine pourrait faire demain à Taïwan, avec des manœuvres d'intimidation, etc., et avec effectivement d'autres pays qui pourraient trouver un intérêt certain d'élargir leurs frontières parce qu'ils considèrent qu'ils ont un voisin qui a un passé qui, disons, les empêche de prospérer parce qu'il y a éventuellement un litige ou un contentieux qui n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, tout véritablement est prétexte à pouvoir tout simplement manifester des velléités expansionnistes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la transgression est la règle, la violence est le nouveau mode d'expression des relations internationales, et lorsque cette violence s'exerce, dans un premier temps, elle choque, dans un second temps, personne ne s'en souvient, parce que tout simplement, chacun a ses propres problèmes et chacun préfère éviter la confrontation. Et malheureusement, cette boîte de Pandore ayant été ouverte par les États-Unis dans un certain nombre de conflits, vous allez voir de plus en plus de pays s'attaquer ouvertement à leurs voisins ou tout simplement exprimer, manifester quelques velléités expansionnistes au nom de leurs intérêts vitaux. Et donc, vous voyez que nous sommes véritablement dans un monde totalement nouveau dans lequel nous trouvons, avec évidemment des conséquences à la fois incalculables et imprévisibles. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Zurich, en Suisse, au sommet de Davos, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons prendre cet élément du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au sommet de Davos, et nous revenons après. Le président Félix Tshisekedi marque le forum de Davos par une diplomatie économique active. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conduit une série d'entretiens bilatéraux d'envergure en marge de la 56e édition du Forum économique mondial à Davos. Son agenda a notamment inclus des rencontres avec Sa Majesté le roi des Belges, Philippe, et le ministre des Affaires étrangères belge, Adjal Habib, pour consolider les relations historiques entre les deux pays.
Il s'est également entretenu avec Sultan Ahmed bin Sulayem, PDG de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires mondiaux, pour discuter d'investissements stratégiques dans la digitalisation et la logistique multimodale en RDC. Le chef de l'État a poursuivi ses rendez-vous avec des partenaires financiers clés, recevant Abdullah Al-Dardari, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les échanges ont porté sur le financement des chaînes de valeur agricoles et industrielles, exploitant les ressources naturelles de la RDC. Par ailleurs, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Rafael Mariano Grossi, lui a présenté un projet technologique ambitieux et le financement d'un projet hospitalier. Sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi a rencontré le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, pour raffermir les relations bilatérales suite à la visite historique de ce dernier à Kinshasa en novembre 2023. Il a aussi échangé avec le vice-président du Conseil fédéral suisse, Ignacio Cassis, sur l'excellence des relations entre la RDC et la Suisse, pays hôte du forum. Par cette participation intense, la RDC affirme sa volonté de peser dans les grands enjeux mondiaux. Le président a souligné l'ambition de son pays d'être une solution pour l'avenir de la planète, notamment à travers sa transition énergétique et sa gestion responsable des ressources. Ces rencontres visent à concrétiser des partenariats directs pour attirer les investissements et accélérer le développement socio-économique de la nation. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges dans ce programme en connexion entre Zurich en Suisse, dans le sommet de Davos et les États-Unis d'Amérique au Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà la fin de notre entretien de ce jour, mais nous ne pouvons pas terminer notre entretien sans parler du networking et des apéros de la diversité. Quels sont les éléments à la carte pour cette année 2026? Alors, le 8 janvier dernier, le networking a présenté ses vœux du nouvel an au corps diplomatique, au corps constitué, à l'écosystème économique et financier de la RDC à Kinshasa. C'était un jour très particulier. C'est une tradition que nous respectons depuis maintenant plusieurs années. Très bientôt, ce sera donc le 29 janvier à Bruxelles. Ce sera au tour des apéros de la diversité de présenter leurs vœux du nouvel an. C'est un exercice aussi auquel nous nous astreignons depuis maintenant plusieurs années, avec notamment comme objectif important cette année de nous déployer à l'international, de continuer cette expansion qui a commencé l'an dernier. Pour ce qui est du networking, nous avons été notamment à Doha, au Qatar, au Caire en Égypte, à New York, durant notamment l'Assemblée générale, et puis le rentrons cette année. Nous avons déjà ciblé pour le mois d'avril Dubaï, qui accueillera une édition mixte networking apéro de la diversité, et le 30 avril prochain, nous serons à Abidjan dans le cadre de la mission économique des African Professionals, qui est une plateforme belge composée de plusieurs représentants de différentes diasporas africaines et qui a pour objectif d'identifier les opportunités d'investissement dans les pays d'Afrique. Selon que vous soyez congolais, vous pouvez investir au Togo. Si vous êtes ivoirien, vous pouvez investir au Sénégal, etc. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que moi, à titre personnel, je me suis engagé. C'est dans ce cadre-là, notamment, que le 30 avril, eh bien, à Abidjan, il y aura une édition spéciale conjointe du networking et des apéros de la diversité. Kinshasa Protea Marriott, jeudi 8 janvier 2026. Nous sommes ici à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An du networking, ce rendez-vous que nous avons lancé il y a maintenant 5 ans à Kinshasa afin de connecter les acteurs de la vie internationale aux différents écosystèmes congolais. L'objectif étant, de vous en doutez, d'accompagner la RDC sur la voie du développement durable et de la positionner dans le peloton des nations émergentes. Nous avons eu à cœur de renouveler notre engagement en faveur de ce cher et beau pays à l'aune des différentes interventions et qui ont ponctué cette soirée d'exception avec un public exceptionnel. Notre engagement pour 2026
c'est davantage d'expansion à l'international. Nous avons notamment prévu d'aller à Dubaï, Abidjan et Malte pour ce qui est de la première moitié de l'année 2026. Deuxième axe, évidemment, c'est celui de pouvoir mettre en place cette plateforme d'intérêt commun où nous pouvons faire interagir des hommes, des femmes de qualité qui souhaitent cheminer ensemble sur des projets d'intérêt général, susceptibles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir développer notre cher et beau pays. Jinjimulchileng, Mbula Elamo, bonne année. Je suis très content et ravi de passer mon premier nouvel an à Kinshasa. I'm really happy to spend my first Christmas and my first New Year in Kinshasa, and I wish the people of the Congo, of the great country, I wish you peace. I wish you prosperity. I wish you to deal with all the challenges and problems in this year and become victorious, become happy, become prosperous. Robank a bien voulu être présente à cet événement parce que c'est un événement qui réunit les différents partenaires, les différents clients de la Robank. Et puisque Robank voudrait aller au-delà de ce que fait une banque, Robank aujourd'hui c'est au-delà d'une banque. Robank a voulu être là pour pouvoir partager cet instant, ce premier networking, pour pouvoir aider, encourager et orienter les différents partenaires pour un avenir meilleur. Nous sommes présents au soir pour célébrer le nouvel an 2026 avec nos clients, avec nos partenaires. Et c'est un plaisir pour nous parce qu'en tant que banque de référence en RDC, on ne pouvait pas laisser passer cette occasion, cette belle opportunité. Et nous sommes alliés avec Networking pour cette célébration. Et vraiment, pour moi, connecter avec des gens des autres secteurs est essentiel. Et donc, je suis contente et très heureuse d'être ici avec tous les collègues et tous mes amis congolais. Et me voilà ce soir pour ce bel événement. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux de santé, de réussite. Et je me permets de ça également, c'était une petite digression pour Monsieur Henri Douzy. C'était un joyeux anniversaire. Voilà. Alors on trouve un peu les amis, on trouve un peu la famille. Et j'aime beaucoup ce genre d'échange. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Henri. Merci d'avoir organisé cette occasion et de nous avoir permis de nous rencontrer encore une fois, comme d'habitude. Nous sommes dans l'exploitation artisanale et industrielle. Nous offrons des services et nous avons de comptes ouverts à tous les investisseurs, tous ceux qui veulent venir investir dans le mining, plus précisément dans le Lualaba ou dans le Haut-Katanga. Nous sommes vraiment ouverts à des services différents. En tout cas, nous vous remercions. Nos remerciements à la Robank qui nous a accompagnés exceptionnellement à l'occasion de ce premier rendez-vous de l'année dans ce cadre du Protea Marriott, dont je m'empresse évidemment de remercier la direction, mais aussi toutes les équipes. Une petite pensée pour l'équipe du Networking, Tania, Berthe, Génardi, Jordi, Samuela, mais également Euphrasie, qui n'ont ménagé aucun effort pour vous proposer ce rendez-vous exceptionnel pour lequel nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Vous serez informés assez rapidement par les voies habituelles. Merci et à très bientôt. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir participé à ce programme spécial parce que vous êtes à Zurich, en Suisse. Il est tard. Vous revenez même d'une activité et vous nous avez fait ce privilège de pouvoir passer et échanger avec nous. Un grand merci de votre participation à ce programme.
Merci infiniment de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de retrouver les fidèles téléspectateurs de votre émission. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion avec Zurich en Suisse au 56e sommet du Forum économique mondial de Davos où a pris part Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Vous nous avez suivis en Suisse, en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre. Vous nous avez suivis à Dubaï. Vous nous avez suivis en Inde, en Chine. Vous nous avez suivis à Goma, Bukavu. Vous nous avez suivis à Kolwezi, Lubumbashi. Vous nous avez suivis en République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis à Abidjan. Vous nous avez suivis à Lomé. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.